et la troupe Conférences et compagnie sont très heureux de vous présenter cette reconstitution du procès qui s'est tenu il y a exactement 50 ans à Bobigny et qui fut si important pour la reconnaissance du droit des femmes. Nous dédions nos représentations à toutes les femmes dans le monde dont les droits sont aujourd'hui encore bafoués et maltraités, simplement parce qu'elles sont nées femmes. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent loin, debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves, debout, 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 asservis, humiliés. Bon, j'ai bien réfléchi. Je suis prête à vous défendre, vous et votre fille. Je suis même prête à vous défendre gratuitement. Gratuitement? Parce que nous n'avons pas beaucoup d'argent. Oui, un peu pour ça. Mais surtout parce que je voudrais faire de votre dossier, et vous le proposer, une affaire publique nationale. Nationale? Oui, j'ai parlé de vous à l'association Choisir. Le manifeste des 343... Salope. Oui, c'est ça. Je vais vous expliquer. Vous savez, des femmes comme vous, j'en défends tous les jours. La dernière a écopé d'une peine de 3 mois de prison ferme. Bah, 3 mois? C'est mieux que 3 ans. On m'a dit que je risquais 3 ans. Ah non, 3 ans c'est le maximum. Mais vous savez, la prison, même 3 mois, c'est pire que tout. Donc cette fois-ci, je voudrais vous proposer qu'au lieu de tenter d'amadouer les juges en plaidant les circonstances atténuantes, nous plaidions votre innocence. Mais j'ai déjà avoué à la police que j'étais coupable. Vous avez reconnu les faits, c'est entendu. Mais justement, vous allez revendiquer votre acte. Revendiquer mon acte? Oui. Vous allez dire que ce n'est pas vous qui êtes coupable, mais la loi. Vous allez vous présenter non pas comme une criminelle, mais comme la victime d'une loi criminelle. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il faudra que je dise alors? Vous allez dire au tribunal que vous ne regrettez pas votre acte et que votre fille Marie-Claire ne le regrette pas non plus, parce que c'était son choix, et vous, parce que vous ne vous sentiez pas le droit de décider pour elle et de lui imposer d'être mère à 16 ans. Mais si on dit ça, qu'est-ce que nous risquons? Puis tout double. Soit c'est le maximum, soit c'est la relaxe. La liberté. Je reconnais que c'est un pari risqué et je comprendrais que vous refusiez. Mais votre affaire me paraît exemplaire pour que nous mettions la loi en accusation et faire de votre procès un événement public qui peut changer les choses. Vous savez, c'est toujours comme ça dans l'histoire qu'on a fait évoluer les lois. Mais ça veut dire qu'on va parler de nous dans les journaux. Oui, il faut que nous rallions l'opinion publique à votre cause. Il faut que les gens soient touchés par votre histoire. Vous m'avez dit que votre fille n'était pas consentante. C'est bien certain, ça. Consentante, pourquoi? Pour avoir un rapport sexuel avec ce garçon. Non. C'est ce qu'elle m'a dit. Et elle s'est laissée faire? Non. Elle m'a dit qu'elle avait résisté. Donc c'est un viol. Un viol? Oui. Si elle n'était pas d'accord et qu'il l'a forcée à avoir un rapport sexuel, c'est qu'il l'a violée. Mais ce point est très important pour notre défense. Et c'est en cela que votre affaire est exemplaire. Nous allons gagner la bataille de l'opinion et les juges ne seront plus libres de vous condamner. Bon, moi je suis peut-être d'accord pour qu'on parle de moi. Mais Marie-Claire, ma petite fille, elle n'a que 16 ans. Et je ne veux pas qu'on dise qu'elle a été violée. Mais on ne donnera pas son nom à elle, puisque justement elle n'a que 16 ans. La loi interdit de donner le nom des mineurs. Et son procès, elle, se tiendra à huis clos. Il se tiendra sans doute avant le vôtre. C'est le vôtre qui sera public et dont tout le monde va parler. Et comment savez-vous que tout le monde va en parler? Eh bien, je vais faire de votre procès une grande tribune politique. On va citer de nombreux témoins.
des personnalités politiques, des médecins qui vont venir expliquer que l'avortement, ce n'est pas donner la mort, des femmes inconnues et connues qui ont avorté et qui vont venir expliquer qu'elles ne pouvaient pas faire autrement. Allez, Michel, je suis sûre qu'on va la gagner, cette affaire. Je vais réfléchir. Le tribunal. Bien, vous pouvez vous asseoir. L'audience de la deuxième chambre correctionnelle du tribunal de Bobigny est ouverte. Elle sera consacrée aujourd'hui à une seule et unique affaire. Je vais demander à mesdames Michel Chevalier, René Sausset et Micheline Bambuc de s'approcher de la barre. Vous êtes Michel Chevalier, né le 25 octobre 1934 à Olivet dans le Loiret. Vous demeurez 4 allées des Bruges à Neuilly-Plaisance. Vous êtes célibataire avec 3 enfants et de nationalité française. Je vois que vous êtes surveillante chef à la RATP. Vous n'avez jamais été condamné. Vous comparaissez devant ce tribunal pour avoir, courant novembre 1971, aidé ou assisté Marie-Claire Chevalier à se procurer l'avortement et s'être ainsi rendu complice du dit délit. Et vous êtes accompagné aujourd'hui de votre avocat, Maître Halimi. C'est exact, Monsieur le Président. Vous êtes René Sausset, divorcé Boucher, né le 31 juillet 1917 à Paris, demeurant 124 avenue Philippe-Auguste, Paris 11e. Vous êtes divorcé, un enfant de nationalité française, vous non plus n'avez jamais été condamné. Vous êtes surveillante chef à la RATP, vous êtes prévenu d'avoir, courant novembre 1971, à Neuilly-Plaisance, aidé ou assisté Marie-Claire Chevalier à se procurer l'avortement et s'être ainsi rendu complice du dit délit. Vous êtes accompagné de votre avocate, Maître Monique Antoine, c'est ça? C'est exact, Monsieur le Président. Bien. Et vous êtes donc Madame Micheline Dess, veuve Bambuc, née le 18 novembre 1922 à Vitry-sur-Seine, demeurant 10 rue Henri Duvernoux à Paris 20e de nationalité française, veuve ayant 2 enfants. Vous non plus n'avez jamais été condamné. Vous êtes prévenu d'avoir en novembre 1971, par manœuvre, violence ou tous autres moyens, procuré l'avortement de la jeune Marie-Claire Chevalier, alors enceinte, celle-ci y ayant consenti. Vous êtes accompagné de votre avocat, Maître Gérard Cauchy, c'est ça? Présent, Monsieur le Président. Oui, c'est cela, Monsieur le Président. Bien, je vais vous demander d'aller vous asseoir au banc des prévenus. Et je propose que nous commencions par le cas de Madame Bambuc, puisque c'est elle l'auteur principal de l'affaire. Madame Bambuc, pouvez-vous vous lever? Alors, comment se sont déroulés les faits? Eh bien, je ne sais pas très bien comment commencer parce que... Écoutez, madame, on n'entend rien de ce que vous dites. Allez à la barre. Alors, comment cela s'est-il passé? Vous avez donc reçu un coup de téléphone pour vous demander de procéder à l'avortement. Oui, j'ai reçu un coup de téléphone. C'était en octobre 1971 d'une dame que je ne connaissais pas. Ah, vous ne l'avez pas identifiée? Non, elle m'a dit « Je vous appelle de la part d'une amie, je travaille au métro et j'ai besoin de vous parler en urgence. » Elle ne vous a pas dit pourquoi elle vous appelait? Non. Elle m'a donné rendez-vous au métro Havre-Comartin. C'est là où j'ai rencontré Madame Chevalier et que j'ai su pourquoi elle avait besoin de me parler. Cette femme ne vous a donc appelé qu'une seule fois et vous êtes allé aussitôt au rendez-vous. En fait, Monsieur le Président, je ne voulais pas. J'ai eu pitié. Oui. Vous marquiez donc une réticence. Oui. Je ne voulais pas. Elle a insisté. Elle m'a téléphoné plusieurs fois. Elle pourra vous le dire que je ne voulais pas. Et puis Madame Chevalier m'a expliqué que c'était pour sa fille qui attendait un enfant et qui ne pouvait pas le garder. C'est vraiment parce qu'elle a insisté que je l'ai fait. J'ai eu pitié d'elle. Je regrette d'avoir enfreint la loi. Je ne le referai plus, c'est terminé. Oui, mais vous avez perçu une somme d'argent. Oui, j'ai perçu une somme d'argent. Combien? 1200 francs.
Ça m'a permis de payer mes impôts. Vous savez, je suis veuve avec 2 enfants. C'est la stricte vérité. Et vous êtes allé combien de fois chez Madame Chevalier? Je crois 5 fois en 15 jours. Et vous avez utilisé quel procédé? Enfin, Monsieur le Président, j'ai utilisé le spéculum, vous savez. C'est quoi un spéculum? Ça se prend par la bouche? Ah non, absolument pas, non. Monsieur le Président, c'est une sonde. Ah. Et pourquoi avez-vous eu besoin d'y retourner à 5 reprises? Madame Chevalier m'a appelé pour me dire qu'il ne se passait toujours rien. Je vous jure que c'est la vérité, Monsieur le Et Président. quand vous avez opéré, c'était toujours au domicile de Madame Chevalier? Oui, Donc Madame Chevalier vous a aidé matériellement? non, non, non. J'ai agi seule, je vous le promets. C'est la stricte vérité. Saviez-vous qu'à cause des appareils que vous avez utilisés, une infection pouvait se produire? Mais j'ai désaffecté le spéculum. Je l'ai fait bouillir et je l'ai lavé à l'alcool 90. Ah, donc vous apportiez de l'alcool avec vous? Non, c'est Madame Chevalier qui en avait. C'est donc elle qui vous a donné l'alcool. Et c'est elle aussi qui a fait bouillir l'eau? Oui, oui, c'est elle. Bon. Ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas, que vous avez procédé à des avortements? Oui, c'est vrai, Monsieur le Président. Mais j'ai eu de très grands malheurs. Quand j'avais 20 ans, mon mari a eu la tuberculose et j'étais seule. Plus tard, il a eu la lèpre et j'étais toujours seule. Vous savez, à l'époque, la pilule n'existait pas et je suis tombée enceinte. Mon mari m'a dit, ma fille, débrouille-toi. Alors je me suis débrouillée. Voilà comment j'ai appris. Moi, je ne vous parle pas de vous personnellement, je vous parle des avortements que vous avez fait à d'autres. Mais Monsieur le Président, il est intéressant qu'elle parle d'elle. Tout a commencé là. C'est comme ça qu'elle a appris. Oui, bien sûr, maître Almy, mais peut-être qu'avant que vous interveniez, monsieur le procureur a des questions. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voulais savoir, Madame Bambuc, avant d'opérer vous-même, avez-vous conseillé Madame Chevalier d'aller à la clinique? Oui, absolument, Monsieur le procureur. Entendu, donc vous lui avez donné une adresse après l'avoir opérée? Oui, quand j'ai vu que Marie-Claire était si jeune et qu'elle avait besoin de soins, je lui ai redonné l'adresse, parce qu'il fallait qu'elle soit soignée. Pas d'autres questions, Monsieur le Président? Bien, merci. Pas d'autres questions? Bien, écoutez, madame, vous allez pouvoir vous rasseoir. J'appelle à présent Madame Chevalier. Madame Chevalier, allez à la barre, s'il vous plaît. Alors, comment s'est passé l'avortement de votre fille? En septembre 1971, ma fille m'a dit qu'elle pensait qu'elle était enceinte. Elle avait des doutes. Elle n'avait plus ses règles. On a commencé par aller voir un docteur, un gynécologue, qui a fait un test. Il a même fait une piqûre. Et il a confirmé qu'elle était enceinte et qu'il pouvait la faire avorter. Mais que cela nous coûterait 4 500 francs. 4 500 francs. Vous vous rendez compte, Monsieur le Président? Une somme quasi impossible pour moi. J'élève seule mes 3 enfants. Je n'ai aucune économie. J'étais très malheureuse. Oui. C'est alors que vous avez dit à votre fille qu'elle pouvait garder l'enfant, non? Oui. J'ai dit à Marie-Claire, ma petite fille, on va se priver un peu plus, mais ton enfant, on peut le garder. Et Marie-Claire m'a dit, non maman, j'ai bien réfléchi. En aucun cas je ne garderai cet enfant. Elle est très décidée, ma fille. Quand elle a décidé quelque chose, il n'y a rien à faire. Je ne savais pas quoi faire. Alors, un jour, j'en ai parlé à une collègue avec qui je voyage souvent, Madame Sausset. D'abord, elle m'a dit non, je ne connais personne, je ne peux rien te dire, ni rien faire pour toi. Et puis, plus tard, elle m'a dit, j'ai peut-être une solution, j'ai trouvé quelqu'un. J'ai vu Madame Bambuc au métro chez Sédantin. Elle m'a posé tout de suite ses conditions. C'était 1200 francs à payer avant. Je n'avais pas cette somme. J'ai dû emprunter. Et le lendemain, Madame Bambuc est venue à la maison et elle a commencé à pratiquer l'avortement sur Marie-Claire. Pardon, madame, je n'ai pas bien entendu cette dernière phrase. Madame Bambuc est venue à la maison. Elle est même revenue 5 fois. Et elle a commencé à pratiquer l'avortement sur Marie-Claire. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite?
dans la nuit du 20 novembre. Ma fille a commencé à souffrir, horriblement. Elle a fait un début d'hémorragie. Alors, j'ai téléphoné au docteur d'une cabine publique et je l'ai conduite aux urgences où elle a subi un curetage. Ah ben, en arrivant à la clinique, il y a eu une autre difficulté. On m'a demandé 1000 francs d'art. Je n'avais pas cette somme. J'ai dû emprunter aussi. Je suis revenue le lendemain et 2 jours après, quand il a fallu faire sortir Marie-Claire, il a fallu faire un chèque. Et j'ai fait un chèque sans provision de 900 francs. Ça vous a coûté combien au final? Plus de 3000 francs, Monsieur le Président. Combien par mois? 1500 francs par mois. Bien. Madame, les renseignements vous concernant, recueillis par les policiers au cours de l'enquête, sont excellents. Bonne conduite, bonne moralité, bonne réputation, Madame Chevalier remplit parfaitement ses devoirs de mère de famille. Son intérieur est très bien tenu. Mes enfants ne manquent de rien. Mais je suis peut-être mère célibataire, mais j'ai sacrifié toute ma vie pour les élever et je l'ai fait le mieux possible. Vous savez, j'ai toujours eu beaucoup de difficultés financières. J'en ai encore aujourd'hui. J'ai tout juste remboursé les frais de l'avortement grâce à la générosité de mes collègues qui ont fait une collecte pour moi. Donc vous êtes une femme remarquable, mais avez-vous eu conscience qu'à ce moment-là, vous faisiez courir à votre fille et à vous-même un risque très important? Mais je le savais. Mais Marie-Claire ne voulait pas entendre parler de cet enfant. Sa décision était prise. Elle n'en voulait pas. Vous savez, moi, j'ai vécu cela aussi. Et je le vis encore aujourd'hui. Les humiliations, les affronts. Être mère célibataire, c'est être montrée du doigt. Alors en aucun cas je n'aurais permis que ma fille subisse le calvaire que j'ai subi. C'était mon devoir de mère. Je la défendrai jusqu'au bout. Bon, je n'ai plus de questions. Monsieur le procureur de la République? Oui, Monsieur le Président, je voudrais revenir sur l'opération, plutôt les opérations. Je voudrais savoir, premièrement, si elles se sont produites très précisément comme Madame Bambuc les a décrites, à savoir, est-ce que les faits se sont passés chez vous et est-ce que cela s'est passé très précisément selon le mode opératoire qu'elle a décrit? Oui, ce qu'a décrit Madame Bambuc est exact. Elle a donc opéré dans les conditions qu'elle a dites avec le spéculum et une sonde. Mais je n'avais pas le choix. Quand on n'a pas d'argent, on enfreint la loi. Et je vais vous le dire aujourd'hui. Et je répète ce que j'ai déjà dit. Je suis reconnaissante à Madame Bambuc. Reconnaissez-vous avoir fait bouillir de l'eau? Oui. Madame Bambuc ne se déplaçait pas avec une casserole d'eau bouillie. Donc, oui, je reconnais donc avoir fait bouillir de l'eau. Et vous lui avez procuré de l'alcool? Oui, alors, elle m'avait demandé de me procurer de l'alcool. Merci, Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions. Bien, merci. Et vous, Maître Adimi, avez-vous des questions à poser à votre cliente? Je voudrais demander à Madame Chevalier si Marie-Claire avait reçu une éducation sexuelle. Non. Il n'y avait pas d'éducation sexuelle au CET. Et moi-même, je ne lui en ai pas donné, car je n'en ai pas reçu. Je ne sais même pas employer les mots qu'il faut. Et puis... Mais elle n'était encore qu'une petite fille. Et je voudrais savoir aussi qui a pris initialement la décision de l'avortement. C'est Marie-Claire elle-même. Oui, enfin, vous avez quand même eu une discussion avec votre fille à ce sujet. Oui. Et vous n'avez pas su la convaincre de garder cet enfant. Mais comme je vous l'ai dit, faire un enfant pour l'abandonner, c'était pas possible. Marie-Claire ne voulait pas, sa décision était prise. Et dès l'instant qu'elle ne voulait pas d'enfant, on n'avait pas d'autre moyen. Bien. Madame, si personne n'a d'autres questions, je vais vous demander de vous rasseoir et j'appelle à présent Madame Sausset. Madame Sausset, voulez-vous vous rapprocher de la barre? Alors, vous êtes poursuivi comme complice pour avoir mis en relation Madame Chevalier et Madame Bambuc. J'aimerais que vous indiquiez au tribunal comment cela s'est passé. Comme ça a été dit tout à l'heure, j'ai rien à dire de plus.
J'aimerais quand même que vous le redisiez, madame. Depuis le début? Oui. Bon, bah d'accord alors. Je suis collègue de Madame Chevalier. Je voyage presque tous les jours avec elle. Comme nous sommes voisines, nous prenons le métro et nous faisons les trajets aller et retour. Il y a environ 20 minutes de trajet et nous bavardons. Je dois dire que Madame Chevalier a toujours une vie exemplaire. Personnellement, je n'ai rien vu qui puisse être dit contre Madame Chevalier et je tenais à ce que le tribunal le sache. Alors qu'elle a beaucoup de problèmes dans la vie. Lorsque nous bavardons, c'est exclusivement des enfants, de leurs problèmes d'école, de leurs études. J'ai moi-même une grande fille. Et nous évoquons ensemble l'éducation de nos enfants. Il faut dire que pour elle, c'était plus terrible parce qu'elle était seule. Et que pouvez-vous nous dire de Marie-Claire? Ben, je dois dire quand même, Monsieur le Président, que Marie-Claire, quand même, elle posait de gros problèmes en grandissant. C'est pas qu'elle est bête, hein, non, mais elle est indépendante, comme beaucoup de jeunes d'ailleurs, et un jour elle s'est retrouvée enceinte. Alors quand Madame Chevalier me l'a appris, j'ai été évidemment consternée. C'était la catastrophe, et le mot est faible. Et qu'avez-vous fait? J'ai immédiatement conseillé à Madame Chevalier de mettre Marie-Claire dans une maison maternelle, car j'étais contre l'avortement. Faut vous dire, Monsieur le Président, que je suis une catholique pratiquante et profondément croyante. Alors pour moi, il n'y avait qu'une seule solution, c'était mettre Marie-Claire dans une maison maternelle avec l'aide de l'assistante sociale. Oui, enfin c'est quand même vous qui lui avez trouvé l'avorteuse. Oui. C'est vrai que j'ai changé d'avis. Faut vous dire que Marie-Claire, elle n'était pas mûre pour avoir un enfant et encore moins pour l'élever. Alors, même si nous avions réussi à mettre Marie-Claire dans une maison maternelle, elle l'aurait abandonnée. Alors, il y avait deux solutions. Soit le bébé devenait un petit enfant perdu de l'assistance publique, soit c'était Madame Chevalier qui l'élevait. Et elle a déjà 3 enfants qu'elle élève du mieux qu'elle peut. Elle sacrifie sa vie pour eux, elle n'a pas de vie de femme, elle ne s'achète jamais rien, tout est pour ses filles. Alors avec un enfant, un bébé, vous comprenez, il faut une nourrice, ça coûte environ 400 à 500 francs par mois, mais c'était impossible pour elle. Alors j'ai beaucoup réfléchi, moi. Et je me suis dit, la faire avorter, c'est pas une bonne action, mais garder l'enfant, c'est pas beaucoup mieux non plus. Et c'est là que j'ai appris l'existence de Madame Bambuc, dont on m'a dit que... Qui vous l'a dit? On m'a déjà posé la question, et j'ai déjà dit que je ne sais pas qui c'est. En tout cas, je ne donnerai pas son nom. Je ne suis pas une balance, moi. Alors j'ai appelé Madame Bambuc, et je l'ai mise en relation avec Madame Chevalier, comme ça a déjà été dit. Bien, merci madame. Pour ces précisions, je peux ajouter que, selon le rapport de police sur votre moralité, vous jouissez d'une excellente réputation, que vous êtes favorablement connu et aimé de vos voisins. Monsieur le procureur, avez-vous des questions? Non, pas de questions, Monsieur le Président. Et du côté de la défense? Oui, Monsieur le Président. J'aimerais que Madame Saucet nous explique pourquoi son opinion à propos de l'avortement a changé. C'est vrai que j'ai changé d'opinion. Autant j'étais contre l'avortement depuis des années, autant maintenant je suis pour, à la condition qu'il soit pratiqué de manière normale, dans des cas bien déterminés, et que la mère soit bien soignée et que sa vie ne soit pas en jeu. Que voulez-vous dire par les cas bien déterminés? Eh bien, quand c'est la misère ou la maladie, ou que la vie de la maman ou du bébé est en jeu, ou bien dans des cas bien évidemment comme celui de Marie-Claire, quand la mère a 16 ans. Mais qui dit déterminé dit contrôle, donc une autorité qui décide. Je crois que la conscience des femmes, ça vaut quelque chose. On n'est pas complètement idiote tout de même. Alors qui doit décider selon vous du droit d'avorter alors? La femme, que la femme. Bien. Eh bien écoutez madame, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous demander d'aller vous asseoir et nous allons entendre les témoins. Alors le premier témoin, c'est Marie-Claire Chevalier. Non, Monsieur le Président, en raison de la minorité du témoin, je demande à ce que Mademoiselle Chevalier soit entendue à huis clos. Nous nous opposons au huis clos. Compte tenu de l'âge de la jeune fille et en raison des liens qui l'unissent à la principale inculpée, il me paraîtrait plus convenable, maître Halimi, que vous renonciez alors à l'audition de ce témoin pour lui éviter de revivre des moments pénibles, ce qui n'apporterait sans doute pas grand-chose
à la clarté des débats, et ce, d'autant que la loi impose, en l'espèce, le huis clos. Je suis très sensible à la sollicitude dont témoigne le parquet aujourd'hui à Marie-Claire et à sa souffrance. Mais son affaire a déjà été examinée à huis clos et elle a été relaxée, je le rappelle. Ce n'est donc plus son procès. Et nous sommes ici pour des complicités d'avortement. Tout ce que Marie-Claire a dit jusqu'à présent n'a été entendu qu'à huis clos. Or, elle est une pièce maîtresse, tant pour l'accusation que pour la défense. Nous ne saurions donc admettre que vous ne l'interrogiez à nouveau à huis clos. Et si cela nous était refusé, nous prendrions toutes les dispositions qui s'imposeraient. Bien, le tribunal va délibérer sur le dossier. Bien. Le tribunal, après en avoir délibéré, rejette le huis clos et accepte donc d'entendre Marie-Claire en audience publique. Alors, mademoiselle, pouvez-vous donner vos noms, prénoms, âge, profession et domicile? Marie-Claire Chevalier, je n'ai pas de profession, je demeure à Neuilly-Plaisance et je suis née le 12 juillet 1955. Merci. Écoutez, maître Halimi, puisque c'est vous qui faites citer mademoiselle Chevalier, quelle question voulez-vous que je vous pose? Marie-Claire, je souhaite que tu racontes au tribunal toute ton histoire et je souhaiterais, Monsieur le Président, qu'on la laisse parler sans l'interrompre. C'est au mois d'août que j'ai rencontré Daniel. Nous étions camarades et je lui faisais beaucoup confiance. Il avait une voiture et un jour il m'a demandé d'aller chez lui pour écouter des disques. Je lui ai dit oui. Et à peine suis-je arrivée dans sa chambre qu'il a commencé les brutalités. Alors il a fait quoi exactement? Écoutez, maître Halimi, c'est vous-même qui avez souhaité qu'on ne l'interrompe pas. Alors, laissez parler Marie-Claire Chevalier. Oui, mais il faut l'aider. Je ne veux pas qu'elle soit interrompue. Alors, que s'est-il passé? Donc, il y a eu ces brutalités et ensuite je me suis sauvée. Je suis rentrée chez moi, je me suis enfermée et puis au bout de 3 semaines, j'ai eu des troubles. Alors, j'ai averti ma mère. Elle a tout de suite compris. Elle a eu beaucoup de peine et elle m'a dit « On va essayer de l'élever ». Je lui ai dit « Non, je ne veux pas. Je ne veux pas de l'enfant d'un voyou. Je veux encore aller à l'école, je ne veux pas de cet enfant. » Alors, avec ma mère, on est allé voir un gynécologue. Il lui a dit que j'étais bien enceinte. Il lui a demandé 4 500 francs pour... Alors, nous sommes repartis. C'est ensuite que j'ai rencontré Madame Bambuc. Elle m'a mis la sonde 5 fois dans moi et au bout de la 5e fois, j'ai fait des hémorragies. Je suis rentrée en clinique et 2 jours après, je suis ressortie et ça allait mieux. Mademoiselle, vous dites j'ai été voir un camarade dans sa chambre, mais que s'est-il passé dans cette chambre? Il m'a forcée à faire l'amour avec lui. Il vous a forcé comment? Je ne veux pas le dire. Oui, je comprends. Et s'agissant de la décision de ne pas garder l'enfant, qui l'a prise? J'ai tout dit à ma mère. Je lui ai raconté comment cela s'était passé et que je ne voulais pas garder l'enfant. Et que vous a dit votre mère à ce moment-là? Qu'on allait essayer d'élever l'enfant. Je lui ai dit non, je ne veux pas. C'est moi, la première, qui ai dit que je pourrais avorter. C'est vous qui avez spontanément dit que vous pourriez avorter? Oui, c'est moi.
C'est ensuite que j'ai rencontré Madame Bambuc. Bien. Maître Almy, vous avez d'autres questions? Oui, je voudrais que Marie-Claire explique au tribunal comment, après avoir appris à Daniel qu'elle était enceinte, celui-ci l'a menacée, ainsi que sa mère. C'est très joli tout ça, mais j'aurais aimé, Maître Alimi, que vous fassiez citer ce jeune homme. On ne fait pas le procès d'un absent. Monsieur le procureur, vous avez 20 fois plus de pouvoir que la défense pour faire venir quelqu'un à la barre du tribunal. Ce n'est pas moi, je le répète, de soutenir les accusations, quelles qu'elles soient. Je défends ma cliente, moi. Bien. Alors, je répète la question, Marie-Claire. Quelles ont été les menaces de Daniel? Toutes les nuits, à 3h du matin, il venait avec une bande. Il cognait à nos volets. Il criait de sa voiture que s'il croiserait ma mère, il l'écraserait. Il disait aussi que si j'étais enceinte, ce n'était pas lui. J'ai une dernière question à poser à Marie-Claire. Est-ce que tu as reçu une éducation sexuelle au collège? Et est-ce que ta mère t'avait donné des indications sur les précautions à prendre? Non, ma mère ne m'avait rien dit. Et puis d'ailleurs, elle n'avait pas le temps. Et au CET, il n'y avait pas de cours d'éducation sexuelle. Bien, s'il n'y a pas de questions, monsieur le procureur. Pas de questions, monsieur le président. Écoutez, merci mademoiselle. Je voudrais toutefois que vous restiez à la disposition du tribunal. Vous pouviez rester dans la salle. Et donc je vais appeler à présent les témoins cités par la défense. Par lequel commence-t-on, Maître Alimi? Par Michel Rocard, qui est député des Yvelines. Monsieur le député, si vous voulez vous approcher de la barre, je vais vous demander de jurer, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Vous savez qu'un témoin doit être soit un témoin des faits, soit un témoin de la personnalité des prévenus. Certes, monsieur le président, je ne connaissais pas madame Chevalier. Mais quand j'ai appris son histoire par la presse, j'ai été indigné que le système légal qui est encore applicable chez nous place madame Chevalier et sa fille et les personnes qui lui ont rendu service au banc des accusés devant notre justice. C'est la raison pour laquelle j'ai cherché à connaître madame Chevalier et à m'informer de plus près sur les faits qui lui sont reprochés. Bien, nous vous écoutons. Bien, je dirais d'abord quelques mots personnels. Je suis parlementaire et je prépare une proposition de loi à l'Assemblée nationale destinée à modifier la législation sur l'avortement. J'ai reçu une éducation chrétienne lourde, faite de blocages et d'interdits, et je me suis souvent interrogé moi-même. Comment aurais-je réagi si d'aventure je m'étais retrouvé dans une situation analogue et que... Je me permets de vous rappeler, monsieur le député, que ce n'est pas la loi que nous jugeons des faits et des personnes qui malheureusement sont assises là. Je me garde bien de les oublier, monsieur le président. C'est une situation à mes yeux inique, dans laquelle une jeune femme se voit interdire le choix fondamental qui est celui de donner ou de ne pas donner la vie. Sur ce point, en tant que membre du Parlement français, j'entends intervenir. Le nombre d'avortements clandestins est estimé en France entre 500 000 et 1 million par an. Or, la plupart sont dramatiques, par les suites médicales qu'ils provoquent, par les risques d'infection, mais également par les risques de stérilité qu'ils comportent pour les femmes ayant avorté dans de mauvaises conditions. Il y a en plus une situation que je trouve inadmissible en tant que militant socialiste, c'est que les personnes qui disposent de revenus suffisants peuvent aller se faire avorter à l'étranger, alors que les personnes qui ne disposent pas de tels revenus en sont réduites en France à ces dispositions clandestines. Bien. Et que pouvez-vous nous dire sur Marie-Claire Chevalier? Bien, devant cette situation inadmissible, je n'hésite pas à dire qu'à mes yeux, Marie-Claire Chevalier était dans son droit de choisir de donner la vie ou de ne pas la donner. Parce que les conditions dans lesquelles elle attendait cet enfant posaient pour son avenir des conséquences extrêmement difficiles. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions à poser à M. Rocard? Surtout pas. Oui, je voudrais demander à M. Michel Rocard qui, selon lui, doit donner en dernier recours le droit à donner la vie. La réponse est parfaitement claire à mes yeux. En tant qu'homme faisant partie d'un couple, je souhaite bien évidemment que l'accord du couple se fasse. Et en tant que législateur, il n'y a pas d'autre réponse possible à mes yeux que le choix par la femme enceinte. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas d'autres questions.
Bien, bien, monsieur le député, je vous remercie de vous être déplacé. Quel est le prochain témoin, maître Halimi? C'est le professeur Paul Miliez, qui est professeur à la faculté de médecine et qui est également gynécologue. Bon, je pense qu'il est assez grand pour se présenter lui-même. Professeur, pouvez-vous jurer de dire toute la vérité, rien que la vérité? Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Pouvez-vous préciser vos qualités, monsieur, s'il vous plaît? Docteur. Effectivement, je suis gynécologue, professeur de clinique médicale à l'hôpital Broussais et doyen de la faculté de médecine de Broussais-Hôtel-Dieu. Et que pouvez-vous nous dire sur les faits, professeur? Si Madame Chevalier était venue me trouver, je l'aurais incontestablement aidée. Exerçant la profession de médecin depuis 40 ans, j'ai déjà eu à connaître nombre de cas aussi dramatiques que le sien. J'ai toujours aidé les femmes qui se confient à moi. J'ai toujours agi selon mon devoir, quelle que soit la loi. J'ai commencé à 19 ans, externe à Ambroise Paré, en 1931. Une jeune femme avait tenté de pratiquer un avortement. Elle est arrivée exsangue à l'hôpital et je suis intervenu pour la sauver. Oui, ce n'est pas faire un avortement, ça c'est réparer les conséquences d'un avortement. Ah, mais si je n'étais pas intervenu, la grossesse aurait peut-être pu être poursuivie. Je ne vous dis pas que j'ai fait cela sans trouble de la conscience. J'étais alors catholique pratiquant. Mais j'ai considéré qu'il était de mon devoir de médecin d'aider cette femme dans la situation dramatique dans laquelle elle se trouvait. Bien. Et que pouvez-vous nous dire sur mademoiselle Chevalier? La situation de madame Chevalier est scandaleuse. Nous sommes répressifs au lieu d'être éducatifs. Il faudrait apprendre aux jeunes filles les dangers de sortir avec un garçon lorsqu'elles ont 15 ou 16 ans. La solution est incontestablement la contraception. Il faut permettre aux femmes qui ne veulent pas d'enfants de ne pas attendre d'enfants. Mais c'est à la femme de choisir. Ce n'est pas à nous d'imposer nos conceptions d'hommes. Lorsque j'étais externe, je me souviens des ouvrières de l'usine Renault qui abandonnaient 2 mois de salaire à un médecin marron pour pratiquer l'avortement que je terminais dans la douleur et dans la souffrance à l'hôpital sans anesthésie. Parce que mon patron chirurgien considérait qu'il fallait que la femme s'en souvienne. Sans anesthésie? Oui, il nous interdisait le curetage sous anesthésie. Professeur, êtes-vous pour l'avortement laissé à la seule discrétion de la femme? Mais je ne crois pas que nous ayons, nous, médecins, le droit de choisir à la place de la femme. Le législateur pourrait tout à fait réfléchir à des circonstances particulières qui permettraient de recourir à un avortement justifié. Oui, mais si une femme décide simplement de ne pas avoir d'enfant, sans autre raison que sa convenance personnelle. Mais qu'elle pratique alors la contraception? Encore faudrait-il qu'on la lui apprenne. Et personne ne l'a fait. Les Françaises recourent majoritairement à l'avortement parce qu'elles ignorent qu'il existe des méthodes qui leur permettent d'attendre des enfants seulement quand elles le veulent. Ouais. Je vous remercie. Y a-t-il des questions à poser au professeur Miliez? Oui, monsieur le procureur. Ah, maître Halimi, vous souhaitez intervenir? Merci, maître Halimi. Monsieur le professeur, savez-vous que madame Chevalier a d'abord proposé d'élever l'enfant avant de se résoudre finalement à pratiquer l'avortement? Non, je l'ignorais, mais je considère que dans le cas d'espèce, elle a choisi la seule solution possible. L'enfant a bien été violé, n'est-ce pas? Bon, c'est la première fois qu'on évoque le viol. Il n'en a jamais été question jusqu'à présent. Mais on joue sur les mots. Non, on ne joue pas sur les mots. Monsieur le professeur, s'il n'y a pas de consentement, il y a viol. Monsieur le professeur, j'ai une dernière question à vous poser. Est-ce que les médecins conseillent l'adoption? Il y a là une solution, les médecins y pensent-ils? En font-ils la proposition aux femmes et filles qui viennent les voir? Je crois que certains médecins le font. Mais la plupart des femmes ne le veulent pas. Le grand danger, c'est l'abandon. Il serait dramatique de convaincre la femme de garder l'enfant pour qu'ensuite elle l'abandonne. Et là, je considérais que je n'ai pas fait mon devoir. Maître Halimi, vous aviez des questions à poser? Oui, professeur, quand une jeune femme vient vous dire « je suis enceinte et je ne veux pas de cet enfant », ne considérez-vous pas déjà que c'est une indication psychologique?
et qu'on ne pourra pas l'obliger à aller au bout de sa grossesse et à accoucher contre la volonté qu'elle a manifestée de ne pas l'avoir. Maître, vous posez là le problème sur un plan extrêmement général. Je suis foncièrement contre l'avortement. Et je considère que l'avortement ne doit être le recours que quand il n'y a pas d'autre solution possible. Mais le médecin, conscient de son devoir, et je considère que dans ce cas, c'était une possibilité, se doit d'aider la malheureuse mère de cette pauvre enfant déjà traumatisée par toute cette histoire. Marie-Claire était donc bien dans ce cas-là. Pas d'autres questions. Eh bien, professeur, je vous remercie de vous être déplacé. Vous pouvez rentrer chez vous ou rester dans la salle. J'appelle le témoin suivant. Je crois que c'est Madame Simone If. C'est ça, Maître Halimi? Oui. Madame If, si vous voulez vous approcher de la barre, jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Oui, nous avons fait citer Madame If en tant que vice-présidente du planning familial. Je voudrais donc qu'elle dise au tribunal comment fonctionne cette association. Non, j'aimerais que ça soit le plus brièvement possible. Si vous voulez déclarer ici que des personnes sont coupables, il faut que nous sachions si on leur a donné les moyens de ne pas l'être. Depuis 15 ans, le planning familial essaie de développer en France la contraception, l'information et l'éducation sexuelle comme seul moyen pour les femmes et les hommes d'avoir des enfants quand ils le veulent et sans avoir à recourir à l'avortement. Aucune femme n'a envie d'avorter. Le planning s'efforce donc de lui donner les moyens qui lui permettent d'avoir les enfants qu'elle désire, quand elle le désire. Le mouvement français pour le planning familial est toujours aujourd'hui une association privée, non reconnue d'utilité publique et sans moyens financiers. C'est dire si l'action qu'il mène au travers la France est extrêmement limitée, peu connue des Français, que ce soit au niveau des foyers de protection maternelle, dans l'éducation nationale ou dans les dispensaires. Et c'est-à-dire que les Françaises ne connaissent pas bien les moyens de contraception modernes tels que le stérilet ou la pilule? Les Françaises continuent à ne connaître aujourd'hui en France que les moyens de contraception qui sont la méthode des rapports interrompus ou la méthode Ogino qui, on le sait, conduit la femme à l'avortement dans de trop nombreux cas puisqu'il y a au moins 33% d'erreurs. Monsieur le Président, Madame If est notre premier témoin à la barre. Je pense qu'il serait intéressant de lui demander si elle a elle-même déjà avorté. Oui, Vous savez que ce n'est pas du tout le problème. C'est fondamental, au contraire. Ce sont les femmes qui sont inculpées ici. Le cas de Madame If ne nous intéresse pas. C'est tout le débat ici. Notre débat, c'est l'avortement. Cet étalement vraiment est très désagréable, Monsieur le Président. Il n'y aura plus d'hypocrisie. Vous avez voulu un procès, vous l'aurez. Il faut que nous sachions comment les femmes avortent. Écoutez, je regrette, Maître Halimi, mais c'est moi ici qui pose les questions. C'est ce que prévoit le Code de procédure pénale. Et je trouve, comme Monsieur le procureur, que l'étalage de situation personnelle n'est pas le problème du tribunal. Alors, Madame le greffier, prenez acte que c'est moi qui pose les questions et que cette question-là, je ne la pose pas. C'est acté, Monsieur le Président. Merci. Je me suis engagée à fond dans le travail du planning, précisément parce que j'ai pu juger... Parlez-nous de vos activités professionnelles, donnez-nous des expériences d'autres, mais pas la vôtre. Je peux vous parler de ces dizaines de femmes qui se tournent vers nous chaque jour. Celles qui ont de l'argent s'en tirent facilement. Celles qui n'ont pas d'argent affrontent le problème avec souffrance, dans les pires conditions, en devenant stériles et frigides souvent. Il n'est plus possible qu'il y ait 2 poids, 2 mesures entre celles qui n'ont pas les moyens et celles qui ont les moyens. Il n'est plus possible que des enfants n'aient pas le droit d'être désirés avant d'être connus. Il n'est plus possible de laisser naître des enfants mal aimés, des enfants rejetés, des enfants refusés. Bien. S'il n'y a pas d'autres questions à poser à Madame If, je vais vous remercier pour votre déposition et j'appelle le témoin suivant. Madame Jacqueline Manicom, épouse Le Tourneur. Madame, si vous voulez vous approcher de la barre, je vais vous demander de jurer de dire toute la vérité, rien que la vérité, de lever la main droite et dites « je le jure ». Je le jure.
Vous non plus ne connaissez rien à l'affaire. Non, je ne connais rien de l'affaire. Madame Manicom est la présidente et la fondatrice du planning familial en Guadeloupe. Je voudrais qu'elle nous explique comment fonctionne ce planning en Guadeloupe et si elle connaît les mêmes mésaventures qu'ici. Alors, j'ai fondé le centre de planning familial en Guadeloupe en 1964 parce que j'étais affolée par la situation des naissances en Guadeloupe. J'étais bien placée pour le savoir. J'étais sage-femme, née d'une famille de 20 enfants. Ma mère a eu 20 gosses en 20 ans. Donc je connais le problème. Et que pouvez-vous nous dire donc du planning familial en Guadeloupe? Le planning fonctionne très bien. On a des centres partout et des enquêtrices qui vont dans les familles et qui disent aux femmes « Vous avez trop d'enfants, il faudrait que vous veniez au planning ». Et nous donnons des stérilets et des pilules aux femmes. Et qu'en est-il ici, en métropole? J'accouche des femmes qui sont désespérées. Des femmes qui mettent au monde des enfants qu'elles n'ont pas envie d'avoir, mais qu'elles n'ont pas pu éviter d'avoir. Ça crée de véritables drames. Il y en a beaucoup qui abandonnent leur enfant. Pour une mère, les conditions d'abandon sont horribles. Ces femmes sont méprisées, humiliées. Elles sont jugées coupables d'abandonner leur enfant. Je peux vous dire aussi que j'ai vu des femmes qui sont faites avorter de manière clandestine par des avorteurs qui ne sont pas des médecins. Récemment, on en a vu arriver une avec une température très élevée. Elle avait un ventre affreux, très douloureux. Au bout de 10 jours, elle nous a avoué qu'on lui avait enlevé le fœtus. Quand on a ouvert, on a trouvé l'utérus perforé, la tête du fœtus sous le rein, après être passé par les trompes. Elle a 22 ans. Elle n'a plus d'utérus. Elle n'aura jamais d'enfant. Est-ce que selon vous, on peut imposer à une femme d'avoir un enfant? Je considère que les femmes doivent être libres d'avoir leur enfant quand elles le veulent. Un point, c'est tout. Bien, s'il n'y a plus de questions, merci madame de vous être déplacée. J'appelle le témoin suivant, monsieur Louis Vallon. Monsieur, si vous voulez vous approcher de la barre. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. C'est un témoin de moralité. Ah, donc lui non plus ne connaît rien à l'affaire. Monsieur Vallon est député UDR de Paris. Il est l'un des signataires de la proposition de loi à l'association Choisir. Je voudrais qu'il dise au tribunal pourquoi il a accepté de signer cette proposition de loi. Pour une raison extrêmement simple. Cette loi me paraît opportune. Malheureusement, pour le moment, elle n'est toujours pas votée. Mais c'est au Parlement qu'il faut aller dire ça. C'est au garde des Sceaux qu'il faut aller dire ça à Monsieur Foyer. Il faut lui demander, c'est lui le maître de l'ordre du jour de l'Assemblée. Malheureusement, les dernières déclarations de Monsieur Foyer laissent penser qu'il n'a pas vraiment évolué sur la question. Nous ne faisons pas ici le procès de Monsieur Foyer. Je rappelle qu'il est garde des Sceaux. Je vous serais gré, monsieur le député, de répondre à la question qui vous a été posée. Pourquoi avez-vous signé? Pourquoi? Mais parce que notre législation est absolument insupportable en ce moment. La loi n'est plus applicable. Elle est d'ailleurs appliquée de façon très arbitraire. Alors, je sais bien que Maître Moreau de Giaferi disait « L'obscurité des lois est un hommage rendu à la sagacité des juges. » Oui, tout de même, non. Non, plus sérieusement, je voudrais dire que l'individu doit rester responsable de lui-même et que la société n'a pas à intervenir dans ses actes personnels. Bon, c'est une conception quasi totalitaire qui est celle de la loi actuellement. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut en sortir, et en sortir dans le bon sens et grâce au bon sens. Que pouvez-vous nous dire de l'affaire Chevalier? Ce que je peux en dire, c'est que le jugement rendu dans le cas de cette pauvre mineure prouve que les juges ont eu du discernement et qu'ils ont su éviter tout excès répressif. La répression, d'ailleurs, n'a jamais guéri personne. Non. Et s'il devait y avoir une faute, il s'agirait plutôt de celle de ce monsieur qui, après avoir suborné cette jeune fille, l'a dénoncée. Je m'étonne d'ailleurs
que le dénonciateur ne soit pas là. Non, mais franchement, quelle est cette société qui met ainsi le dénonciateur à l'abri de toute poursuite? Mais la dénonciation ne constitue pas un délit. Ah, certes, mais les juges ne sont pas des automates. Ce sont des hommes qui savent se montrer sensibles au côté tragique des choses de la vie. Oui, sûrement. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous remercier, monsieur le député, de vous être déplacé. Vous pouvez rester dans la salle ou rentrer chez vous. J'appelle le témoin suivant, monsieur Jacques Monod. Monsieur Monod, si vous voulez vous approcher de la barre, pouvez-vous jurer de dire la vérité avec la vérité? Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Pourriez-vous décliner au tribunal vos qualités? Je suis professeur au Collège de France, directeur de l'Institut Pasteur. Et prix Nobel de physiologie et de médecine, monsieur le président. Voilà, je suppose que c'est encore un témoin de moralité qui ne connaît rien aux faits eux-mêmes. Oh, j'en ai été averti par la presse. Et je connais Madame Chevalier, car j'ai désiré la rencontrer. Je dois dire au tribunal que j'ai vu une femme intelligente, très consciente de ses responsabilités et très courageuse. Vous avez remis à Madame Chevalier un chèque de 3000 francs. Pouvez-vous nous dire pourquoi? Oui, pour assumer les frais d'avortement qu'elle a encourus. Vous les lui avez remis après, lorsque les faits étaient publics. Oui. Dois-je conclure que, après, la jeune fille fut allée dans une clinique, ce qui a entraîné des frais supplémentaires? C'est exact. Et peut-on en conclure que vous seriez prêt à offrir la même somme de 3000 francs à toute femme qui viendrait se présenter à vous pour avorter? Non, car avant l'avortement, je procéderais autrement. L'intervention se pratiquerait gratuitement dans un service hospitalier public avec un médecin de premier ordre. C'est de notoriété publique, en tout cas dans un certain milieu, que l'avortement se pratique dans de nombreux services hospitaliers, par d'excellents médecins qui le font sans aucune rétribution, mais uniquement parce que leur conscience de médecin et de citoyen le leur commande. Est-ce que cela ne signifie pas que cette loi, en vertu de laquelle nous sommes là aujourd'hui, est inappliquée? Cette loi est inapplicable. Et elle est effectivement inappliquée, puisqu'encore une fois, de nombreux médecins, poussés dans leur conscience, pratiquent l'avortement chaque fois qu'ils le jugent indispensable. Alors comment expliquez-vous qu'une législation moyenâgeuse puisse continuer à sévir ici? Cette règle est destinée à défendre ce qui est une valeur suprême de notre culture, le respect de la personne humaine. Or, cet argument est fondé à la fois sur une erreur anthropologique et biologique qui consiste à considérer qu'un fœtus de quelques semaines est déjà une personne humaine. Ce qui n'est ni une sociologie, ni une anthropologie, ni une biologie, mais une métaphysique. Il y a une confusion presque délibérée qui consiste à faire croire à nos concitoyens que l'avortement relativement précoce est l'équivalent d'un infanticide. Non, l'avortement n'est pas un infanticide. Alors sauriez-vous déterminer à partir de quand le fœtus devient un individu? Je pense que la personnalité humaine est liée très précisément à l'activité du système nerveux central, c'est-à-dire à la conscience. Or, un fœtus de quelques semaines ne peut pas avoir de conscience, étant donné qu'il n'a pas encore de système nerveux central, ce que l'on appelle l'électroencéphalogramme. Mais la conscience se manifeste de quelle façon? Est-ce que c'est par les battements du cœur? Justement pas. C'est la raison pour laquelle on autorise le prélèvement d'organes sur des hommes ou des femmes qui ne sont pas encore morts d'après les définitions antérieures, puisque le cœur bat ou fonctionne, mais parce que l'électroencéphalogramme est plat. À partir de ce moment-là, toute conscience a disparu. Et la personne n'existe plus. Pour la même raison, le fœtus de quelques semaines n'est pas encore un être humain. Alors, à partir de combien de semaines estimez-vous que le système nerveux central est formé? Il faudrait qu'un spécialiste de l'embryologie humaine réponde. Moi, je serais plus approximatif, mais ce n'est pas avant le 3e ou le 4e mois. Il y a donc un seuil. Avant, il n'y a rien. Après, il y a tout, c'est ça? Sans aucun doute. Vous pensez que la législation devra donc fixer des règles temporelles? Oui. Donc il faudra une autorité pour décider? Oui, en se basant sur la science.
Il est évident que l'avortement d'un bébé de 6 mois ou d'un fœtus de quelques semaines sont 2 actes médicalement différents. Dans le cas d'un fœtus de 2 mois, dans quelles conditions considérez-vous que l'avortement puisse être pratiqué? Est-ce qu'il peut être pratiqué sans condition? Oui, j'admettrai l'avortement en tant qu'acte médical demandé. Et à qui, selon vous, doit revenir le droit de choisir, de donner ou non la vie? Il appartient de toute évidence à la personne humaine qui est appelée à la donner, c'est-à-dire à la mère. Bien, merci professeur pour votre déposition. S'il n'y a plus d'autres questions, vous pouvez retourner chez vous, rester dans la salle. J'appelle à présent Madame Michel Cortez. Monsieur le Président, Michel Cortez est plus connu sous le nom de Françoise Fabian. Ah bah très bien. Alors Madame Fabian, pouvez-vous vous mettre à la barre? Pouvez-vous jurer de dire la vérité, toute la vérité? Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Que pouvez-vous nous dire sur cette affaire? C'est un autre témoin de moralité, Monsieur le Président. Madame Fabian est une femme qui se bat avec nous dans l'association pour le droit de la liberté d'avorter. Je voudrais lui demander si elle a elle-même, personnellement, déjà avorté. Oui. Quand? En juillet 1971. Eh bien, monsieur le procureur, qu'attendez-vous pour prendre des réquisitions? Pourquoi ne poursuivez-vous pas Madame Fabian? Ne vous inquiétez pas, maître Halimi. Je demande à Madame le greffier de prendre note de manière très scrupuleuse de toutes les déclarations qui vont être effectuées à la barre. Voilà bien la démonstration de ce qu'en cette matière, la justice est discriminatoire et nous espérons bien qu'une poursuite sera ouverte à son encontre. Écoutez, Madame, je souhaiterais que vous parliez des faits et non de votre cas personnel. Eh bien, je suis témoin parce que c'est un procès que vous me faites aussi à moi. Non, pas à vous. Si, à moi aussi. Si j'avais une fille de 16 ans qui venait me dire « Maman, je suis enceinte », eh bien, je ferais tout pour la faire avorter. Mais bien, faites-la avorter, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous nous dites que vous avez avorté, on en a pris note. Alors, Madame Fabian, parlez-nous des problèmes généraux, de près et de loin, touchés à cette affaire, puisque la défense pense que c'est utile au cas de sa cliente. Le problème général est celui de la femme et de la maternité. Mais pour chacune, le problème est tout à fait particulier. Seulement, la maternité est une chose que l'on doit choisir et non pas subir. Très bien, merci beaucoup. Merci pour cette déclaration. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. Vous pouvez retourner dans la salle ou retourner chez vous. Alors avant d'appeler le témoin suivant, je voudrais quand même clarifier quelque chose. Il y a ici des personnes qui risquent gros. Et je trouve qu'on n'entend pas beaucoup leurs avocats. Alors, je suis désolé, maître, mais occupez-vous un peu du cas de l'avorteuse. Mais je la défends, monsieur le président. C'est pas parce que je laisse poser des questions que je ne la défends pas. Puis je considère pour l'instant que le cas de ma cliente n'a pas été examiné à proprement parler et que je n'ai pas posé de questions. Ouais. Bon, alors la témoin suivante, je crois qu'il s'agit également d'une actrice, Madame Delphine Seyrig. Madame, je vais vous demander d'aller à la barre. Pouvez-vous jurer de dire toute la vérité, rien que la vérité? Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Je devine, madame, que vous non plus ne connaissez rien à l'affaire. Je ne suis parente d'aucune des accusées, mais je fais partie de la même association qu'elle. C'est d'ailleurs là que j'ai rencontré Michel Chevalier et que nous avons pu discuter. Oui, depuis qu'elle en fait partie. Je ne serais pas capable de vous dire à partir de quel jour Madame Chevalier en fait partie, mais voilà, un jour je me suis aperçue de sa présence. Pour ma part, je suis membre de l'association depuis sa fondation. Je voudrais demander à Delphine Seyrig si elle a déjà avorté et si oui, quand? J'ai avorté plusieurs fois, mais j'ai également accouché. J'ai avorté à une époque où j'avais pas vraiment les moyens d'élever un enfant. J'étais alors économiquement faible. Et aujourd'hui, vous êtes plus économiquement faible. C'est vrai, je ne le suis plus. Mais j'ai avorté depuis, car j'estime que c'est mon choix de ne plus avoir d'enfant. J'ai avorté 2 fois. Et la dernière fois, c'était en décembre 1970. Vous en tirez quoi comme conclusion? Je voudrais que ce soit monsieur le procureur qui en tire des conclusions. Pourriez-vous nous dire, monsieur le procureur, pourquoi Madame Chevalier est là
Et pas Delphine Seyrig. Madame, qu'est-ce qui a dicté vos choix? Ce furent des choix purement personnels. Je n'ai demandé l'avis de personne, ni pour avoir un enfant, ni pour ne pas en avoir, car j'estime que ce choix en revient à moi-même, puisque c'est moi qui le porte et qui l'élève. Et je dois avouer que je suis souvent complice d'avortement. Je donne de l'argent à ceux qui n'en ont pas pour pouvoir avorter, et j'ai même prêté ma maison pour que l'on puisse pratiquer des avortements. Encore avant-hier pour la dernière fois. Eh bien, monsieur le procureur, j'aime mieux être à ma place qu'à la vôtre. Bon, c'est terminé. Delphine Seyrig, quand vous avez été avortée, avez-vous subi un choc? Aucunement. À vrai dire, j'ai même été extrêmement soulagée. Et à chaque fois que j'ai vu des femmes avorter, elles ont été aussi soulagées que je l'ai été moi-même. Bon, cela suffit, hein. Y a-t-il d'autres questions à poser à Delphine Seyrig? Non? Eh bien, madame, je vais vous prier de rentrer chez vous, de rester dans la salle. Et j'appelle le témoin suivant, mademoiselle Claire Saint-Jacques. Mademoiselle, vous vous approchez de la barre et acceptez de prêter serment. Jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité? Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Alors, mademoiselle, dites-nous un peu qui vous êtes. Je suis une mère célibataire, j'ai 18 ans et je n'ai pas de profession. Vous n'avez pas fait d'études? J'ai été jusqu'au secondaire et puis je suis tombée enceinte. Et mon père a refusé mon avortement. Alors je suis rentrée dans un foyer prénatal où l'on accepte les mineures enceintes et où on les garde jusqu'à la fin de leur grossesse. Pouvez-vous nous dire comment ça se passe dans ces foyers? On est presque enfermés. On n'a le droit de sortir que 2 heures par jour et seulement accompagnés. Les conditions d'hygiène ne sont pas bonnes. On est sans cesse humiliés par la direction, les assistantes sociales et même les éducatrices qui, en réalité, ne font rien pour les filles. On passe nos journées dans les ateliers à tricoter et ça dure comme ça jusqu'à l'accouchement. Et comment ça se passe après l'accouchement? On accouche à l'hôpital, le plus souvent Port-Royal. Et là, on nous pousse à l'abandon. On pousse les mères à abandonner leurs enfants. Car les foyers touchent des primes pour les enfants abandonnés. Et votre enfant, vous ne l'avez pourtant pas abandonné? Non, je l'ai gardé. Où est votre enfant aujourd'hui? Il est malade. Quel âge a-t-il? Il a 1 an. Vous l'aimez? Bien sûr, je l'aime. Bien, merci pour votre déposition, mademoiselle. Il n'y a plus de questions. Nous avons encore des témoins. Madame Claude Servan-Schreiber. Madame, voulez-vous vous approcher de la barre? Pouvez-vous jurer de dire toute la vérité, rien que la vérité? Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Que pouvez-vous nous dire sur cette affaire? Connaissez-vous les faits qui nous occupent? Je connais les faits eux-mêmes en tant que membre de l'association Choisir. Vous ne connaissiez donc pas les prévenus avant qu'elles n'adhèrent à l'association? Non, mais nous avons travaillé ensemble depuis au sein de l'association. Madame Servan-Schreiber a publié un article en avril 1972 extrêmement important qui a été diffusé à 1 million d'exemplaires dans le L où elle a expliqué pourquoi elle avait avorté. Mais rien ne vous interdit de verser cet article au débat, maître Halimi. Nous le lirons à tête reposée. Non, il faut donner la parole à Madame Servan-Schreiber pour qu'elle l'explique de vive voix. Je veux bien lui laisser la parole, mais ce n'est pas son affaire qui est jugée aujourd'hui, je le rappelle. C'est l'affaire de toutes les femmes, Monsieur le Président. Bien, alors si on fait venir à la barre toutes les femmes, nous serons là jusqu'à la fin de l'année. Voilà, peut-être que cela aurait changé les choses. Bon, alors, dites-nous ce que vous avez à dire. Et Madame, pouvez-vous nous dire au tribunal les raisons pour lesquelles vous avez avorté? J'ai avorté pour des raisons médicales, car je risquais de mettre au monde un enfant anormal. Et comment avez-vous su qu'il serait anormal? Au tout début de ma grossesse, lorsque j'ai appris que j'avais contracté une maladie qui pouvait provoquer des malformations chez l'enfant que je portais, le médecin qui me suivait à Paris ne m'a pas dit la vérité sur ce que je risquais exactement. Mais j'ai pu, parce que j'en ai les moyens, rencontrer un médecin gynécologue en Suisse qui m'a expliqué ce que je risquais. Il m'a fait venir à Genève où l'intervention s'est passée dans d'excellentes conditions. Madame Servan-Schreiber ne m'en voudra pas si je lui dis qu'elle est une privilégiée. C'est vrai. D'ailleurs, je ne connais aucune femme privilégiée qui ait été poursuivie pour avortement. Moi, à la première.
Vous êtes également l'auteur d'un article paru dans Le Monde intitulé « Qui doit décider ?» Et qui doit décider? C'est toute la question. Je pense que c'est la femme. C'est un problème de conscience individuelle. Il est difficile de faire admettre le point de vue par nombre d'hommes et même de femmes. Pourtant, il s'agit de l'exercice d'une liberté fondamentale. Un individu, quel que soit son sexe, doit être libre de disposer de son corps et de sa propre vie. Bien. S'il n'y a pas d'autres questions à vous poser, je vous remercie, madame, pour votre déposition. Vous pouvez rester dans la salle ou rentrer chez vous. J'appelle le témoin suivant. Ah, c'est le dernier. C'est madame Simone de Beauvoir. Madame, si vous voulez bien vous approcher de là-bas, pouvez-vous jurer de dire toute la vérité, rien que la vérité? Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Alors, madame, connaissez-vous madame Chevalier? Madame Chevalier fait partie de l'association Choisir, dont je suis la présidente. Je voudrais demander à madame de Beauvoir pourquoi cette loi est avant tout une loi qui opprime la femme. Oui, je peux confirmer que cette loi a été mise en place pour opprimer la femme. L'oppression de la femme est un des atouts dont dispose la société des hommes. Savez-vous par exemple qu'en France actuellement, la femme fournit une quantité énorme de travail qui est clandestin et gratuit? C'est le travail ménager. Une statistique récente montre qu'il y a 45 milliards d'heures de travail ménager contre 43 milliards d'heures de travail salarié payé. Le travail ménager fourni par les femmes dépasse donc le travail salarié, et il est ainsi tout à fait avantageux pour la société d'avoir des femmes qui fournissent cette quantité énorme de travail pour rien. Et donc? Et comment obtenir que la femme effectue ce travail? Il faut la conditionner. Comme il est difficile de lui faire croire qu'elle a vocation à laver la vaisselle, on a trouvé quelque chose de mieux. On exalte la maternité. Car la maternité, c'est la façon de garder la femme au foyer et de lui faire le ménage. Au lieu de dire à la petite fille, quand elle a 3 ou 4 ans, tu seras vouée à laver la vaisselle, on lui dit, tu seras vouée à être maman. On lui offre des poupées. On exalte la maternité de telle façon que lorsqu'elle devient une jeune fille, elle ne pense qu'à une chose. C'est à se marier et à avoir des enfants. On l'a ainsi convaincue qu'elle ne serait pas une femme complète si elle n'a pas d'enfants. D'ailleurs, d'une femme qui n'a pas d'enfant, on dit ce n'est pas une vraie femme. Mais d'un homme qui n'a pas d'enfant, on ne dit pas ce n'est pas un homme. Et que pouvez-vous nous dire de la contraception? En fait, depuis que la contraception existe, on n'a jamais essayé d'en faciliter la pratique. Au point qu'actuellement, en France, il n'y a que 7% des femmes qui utilisent la méthode contraceptive. 7%, c'est tout. Les femmes deviennent donc enceintes malgré elles, et il ne leur reste qu'à se faire avorter. Et c'est ce que font 1 million de Françaises chaque année, malgré cette loi qui n'empêche rien du tout, et qui n'a donc aucune espèce de sens. La loi a encore moins de sens parce qu'on ne poursuit pas tout le monde. La loi actuelle est injuste, car elle tombe toujours sur les femmes qui appartiennent aux couches les moins favorisées de la société, et jamais sur les autres. Est-ce que la société a le droit, à votre avis, d'intervenir dans la liberté de la femme de donner la vie ou d'avorter? Messieurs, la femme est libre de son corps. Elle peut choisir d'avoir ou de ne pas avoir d'enfant. Et personne ne peut intervenir ou ne doit intervenir pour en décider à sa place. Bon, si je peux m'inviter un tout petit peu dans cet échange, j'aimerais vous poser une question, madame. Puisque vous partez du principe de la liberté de chacun sur son corps, est-ce qu'en appliquant le même principe, vous estimez que les pourvoirs publics devraient laisser une entière liberté aux gens de se droguer? Ça n'a rien à voir avec la question de l'avortement. Ah ben, vous admettez donc qu'on peut prendre des mesures pour restreindre la liberté de chacun sur son corps. Je serais d'avis que l'on laisse aux gens la liberté de se droguer s'ils le veulent, mais en leur donnant une information suffisante sur les conséquences de la drogue. Si les gens sont renseignés, s'ils sont informés, alors oui, dans ces conditions, je serais d'avis qu'on leur laisse la liberté de se droguer. Bien. S'il n'y a pas d'autres questions à poser à madame de Beauvoir, je vous remercie pour votre témoignage, madame. Et vous pouvez repartir chez vous ou rester dans la salle pour écouter la fin des débats. Voilà, nous sommes arrivés au terme de l'instruction de cette affaire. Si les prévenus n'a quoi que ce soit à ajouter, je vais pouvoir donner la parole à monsieur le procureur de la République pour ses réquisitions.
Merci, Monsieur le Président. Je dois vous dire que le ministère public se sent un peu seul. Après un tel défilé de témoins et face à une salle aussi garnie pour s'opposer à une loi que d'aucuns ont qualifiée de scélérate. Voyez-vous, ce qui m'intéresse, c'est l'affaire. Et uniquement l'affaire. Et cette affaire concerne 3 personnes. Uniquement 3 personnes. Madame Bambuc, Madame Sausset et Madame Chevalier. Et c'est de cette affaire, uniquement de cette affaire, que votre tribunal doit se préoccuper. Quels sont les arguments en défense? Madame Bambuc, pour sa part, reconnaît et regrette les faits. Madame Chevalier, bien que nous disant avoir suivi l'idée de sa fille, ne s'en est pas moins rendue coupable de la complicité d'un avortement, puisque c'est elle qui l'a organisé. Elle dit principalement pour sa défense que sa fille n'aurait pas eu de rapport sexuel volontaire avec le jeune homme, lequel serait un mauvais garçon. Mais ces affirmations qui ont été faites bien tardivement paraissent difficiles à croire. Il est en effet curieux que la jeune fille ne l'ait jamais évoquée, ni devant les enquêteurs, ni devant le juge d'instruction. Devant eux, il n'a jamais été question ni de viol, ni de violence, ni de la moindre violence. Cet argument, qui n'est de ce fait étayé par aucun élément, n'est pas recevable par votre tribunal. Dernier argument de Marie-Claire, elle ne pouvait garder cet enfant car elle était jeune et étudiante à l'époque, sans travail, et que sa mère elle-même avait des difficultés d'ordre matériel et que dans ces conditions, elle ne pouvait pas, après avoir élevé seule 3 enfants, subvenir aux besoins d'un 4e. Enfin, il y a Madame Sausset, qui, elle, ne dénie pas non plus sa responsabilité. Elle était même par principe attachée à la vie et contre l'avortement. Pour autant, elle a pris en pitié son amie et c'est la raison pour laquelle elle l'a mise en contact avec Madame Bambuc. Au-delà des moyens de défense présentés par chacune des inculpées, il y en a un plus fondamental, qu'elle n'invoque pas elle-même explicitement, non, mais que leur défense soulève comme principal argument. C'est celui selon lequel le délit poursuivi ne devrait pas être réprimé car la loi qui l'interdit serait périmée. Je me bornerai à rappeler qu'il n'appartient pas au juge d'abroger la loi, ni de la modifier, ni de dire qu'elle serait applicable ou qu'elle serait inapplicable, quand bien même le délit serait établi. Et ce, en vertu d'une règle simple, d'une règle supérieure, qui est celle de la séparation des pouvoirs. C'est le Parlement qui fait les lois, ce sont les juges qui les observent. C'est pourquoi je vous demande d'appliquer l'article 317 du Code pénal, qui, lui, est toujours en vigueur. À ce sujet, on ne pourra pas prétendre que la relaxe dont Madame Marie-Claire Chevalier a fait l'objet devant le tribunal pour enfants soit en quoi que ce soit dû au caractère inapplicable de cette loi. Et j'en veux pour preuve que dans son jugement rendu le 11 octobre dernier, le tribunal pour enfants de Bobigny a dit très exactement ceci. Attendu que Marie-Claire, écolière, à peine âgée de 16 ans, non préparée à l'état où elle se trouvait, ni avertie des risques qu'elle encourait, n'a pas librement et délibérément choisi d'accomplir l'acte qui lui est reproché aujourd'hui, qu'elle a souffert de contraintes d'ordre moral, familial et social auxquelles elle n'a pas
résister, relaxe. Le tribunal a donc relaxé Marie-Claire pour des motifs qui lui sont strictement personnels. Il a estimé qu'elle a agi sous l'effet d'une contrainte, et ce faisant, il n'a fait qu'appliquer l'article 64 du Code pénal. Vous remarquerez, messieurs, que ce même jugement constate donc l'existence de l'avortement, et que cette constatation vous permet de retenir dans les liens de la prévention les 3 personnes ici présentes qui, elles, ne peuvent pas se prévaloir d'une pareille contrainte. Voilà, me semble-t-il, ce qui s'impose à votre tribunal sur le plan juridique. Pour terminer, je ne voudrais pas fuir le débat que souhaite engager la défense, visant à modifier l'article 317 du Code pénal qui interdit les avortements. Je reconnais bien volontiers que les avortements clandestins sont un fléau national. Mais si on a fait une évaluation des avortements clandestins, a-t-on compté les femmes qui, après avoir maudit leur ventre pendant 9 mois, ont finalement été heureuses d'avoir un enfant? Il fallait les faire citer. La femme qui s'est prêtée à la contraception et à l'avortement est-elle forcément heureuse? Est-elle certaine, après avoir observé les règles du planning, qu'elle pourra avoir un enfant quand elle le désirera? L'enfant non souhaité est-il forcément moins heureux que l'enfant souhaité? On souhaite un enfant, mais quand il est né, on n'est pas sûr qu'il sera comme on aurait voulu qu'il soit. La loi actuelle est-elle si mauvaise qu'on le dit? Cette loi est basée sur le respect de la vie, sur le respect de soi-même, sur le respect d'autrui. Il faut songer que tous, autant que nous sommes, riches ou pauvres, érudits ou incultes, nous sommes tous passés par l'état de fœtus. Et il faut le dire avec une certaine modestie, voyez-vous, que nous ayons été désirés ou non. Nous sommes tous, en général, heureux de vivre. Et si nos parents avaient connu la liberté de l'avortement, il est probable qu'un certain nombre d'entre nous, même parmi les meilleurs, ne seraient pas de ce monde. Voilà pourquoi, messieurs, en conscience, je vous demande de faire application de l'article 317 du Code pénal. Je terminerai par mes réquisitions. Pour Madame Bambuc, tout d'abord. Elle n'est poursuivie ici que pour un seul avortement. Je reconnais qu'elle a eu des malheurs, mais je vais vous demander de prononcer à son encontre une peine qui ne soit pas une simple peine de principe. Je pense qu'une peine d'emprisonnement avec sursis et une peine d'amende égale au montant de la rétribution qu'elle a perçue pour l'avortement serait juste. En ce qui concerne Madame Michel Chevalier, elle a une lourde responsabilité dans cette affaire. C'est elle qui a fait les démarches, c'est elle qui a participé à une partie de l'avortement, c'est elle qui, en conscience et délibérément, a joué avec la vie de celle qu'elle appelle sa petite fille. C'est vrai qu'elle a également rencontré des difficultés. Je le pense, c'est une honnête femme. Vous lui reconnaîtrez en conséquence des circonstances atténuantes. Mais je vous demande de ne pas prononcer simplement une peine de principe. Enfin, en ce qui concerne Madame Sausset, les faits qui lui sont reprochés sont un peu à l'écart du délit lui-même. Elle a servi d'intermédiaire. Je vous demande donc de n'envisager à son endroit qu'une peine de principe. Telles sont, Monsieur le Président, messieurs du tribunal, mes réquisitions. Merci, Monsieur le procureur. La parole est à président de la Défense dans l'ordre qu'elle souhaitera. Monsieur le Président,
messieurs, j'ai l'honneur de me présenter devant vous dans l'intérêt de Madame Bambuc. Une loi existe qui réprime l'avortement, et si je reconnais, messieurs, que vous n'êtes pas le législateur, que vous devez respecter des textes qui sont force de loi, vous ne pouvez pas ignorer les changements substantiels qui vont sûrement intervenir en la matière et l'évolution des mœurs de cette société au nom de laquelle vous rendez justice. Madame Bambuc a opéré un avortement en la personne de Marie-Claire Chevalier. Elle n'a jamais dénié sa responsabilité, ni le fait d'avoir perçu 1200 francs pour cela. Je dois faire observer à votre tribunal que ma cliente a spontanément, hors de toute contrainte, reconnu avoir déjà pratiqué un autre avortement. Cette franchise, de la part de ma cliente, doit être appréciée à sa juste valeur par votre tribunal, qui doit ainsi considérer que ma cliente n'est absolument pas une avorteuse professionnelle, mais une avorteuse purement occasionnelle. Et je sais gré d'ailleurs à monsieur le procureur de la République d'avoir lui-même relevé les grandes difficultés rencontrées par ma cliente dans sa vie. Car ma cliente n'en demeure pas moins une femme de saine moralité. Vous devez considérer que si elle a agi à 2 reprises, c'est qu'à 2 reprises, en conscience, elle a considéré que l'acte qui lui était soumis méritait la pitié, la compréhension et donc l'intervention. Vous allez me dire, oui, mais elle a été payée pour ça. Oui, elle a reçu de l'argent. Mais pourquoi a-t-elle reçu de l'argent? Vous l'avez dit tout à l'heure. Si elle devait assurer l'entretien de ses 2 enfants. Un mot sur son mari. Monsieur Bambuc, on n'en a pas parlé. Monsieur Bambuc qui a été traité pendant un temps pour la tuberculose et qui ensuite a attrapé la lèpre. Et quand la situation de cet homme est devenue infernale, il s'est suicidé. Et Madame Bambuc est restée seule avec ses 2 enfants. Elle a dû travailler encore plus dur. Et en plus, quelle est la raison pour laquelle elle a accepté ces 1200 francs? C'est parce qu'il lui restait à payer un arriéré d'impôts et qu'elle était acculée. Et tout cela n'ôte rien au fait que si ma cliente est intervenue auprès de Marie-Claire Chevalier, c'est avant tout par humanité. Voilà donc les grandes difficultés que ma cliente a rencontrées, auxquelles est venue s'ajouter, comme si ça ne suffisait pas, la très grave opération qu'elle a subie cet été pour une tumeur au cerveau. Le tribunal ne peut pas ne pas retenir ces circonstances dramatiques pour apprécier la responsabilité de ma cliente et lui accorder les plus grandes et les plus larges circonstances atténuantes. J'ajoute que si le tribunal devait entrer en voie de relax à l'égard des autres co-inculpés, il faudrait que cette mesure bénéficie également à ma cliente. Car si on prononce la relax à l'égard de l'organe de décision, on doit aussi l'accorder à l'organe d'exécution. C'est la loi pénale qui l'exige. Je vous remercie de votre attention. Merci, maître. Et qui va à présent plaider? C'est moi, monsieur le président. Bien, vous avez la parole. J'ai l'honneur d'assister Madame Sausset, qui, elle non plus, n'a pas eu une vie facile. Madame Sausset avait été conçue par hasard. Sa mère, Alice Sausset, l'a abandonnée à l'assistance publique 3 semaines après sa naissance. Sa mère était une mère célibataire. À 8 mois, elle a été placée chez des parents nourriciers. Elle est allée à l'école jusqu'à l'âge de 14 ans. Elle a obtenu son certificat d'études. Puis, elle rentre dans une maison à l'âge de 15 ans, comme bonne à tout faire. Elle gagne pauvrement sa vie. À 19 ans, elle est placée par l'assistance publique à la tutélaire, qui est une ancienne maison de redressement, où elle prend des cours de français et de sténographie. À 21 ans, elle se fait remettre par l'assistance publique son certificat d'origine pour rechercher sa mère. Après 3 mois d'incessantes et difficiles démarches, elle la retrouve. C'était une commerçante à Aulnay-sous-Bois. Heureuse et naïve, Madame Sausset lui dit « Vous ne me reconnaissez pas? Je suis votre fille. » La mère pousse alors un cri, non de joie,
mais d'angoisse. Mon mari ne l'a jamais su. Elles se sont revues 4 ou 5 fois, puis elle a compris très rapidement qu'elle dérangeait ses habitudes et elle ne l'a plus jamais revue. Sa mère l'a ainsi abandonnée une seconde fois. À 22 ans, elle se marie et elle a un fils. Mais elle divorce. Elle travaille et élève seule son enfant. Depuis 1956, elle travaille à la RATP pour un salaire de 1750 francs par mois. Elle est travailleuse debout. Madame Sausset était contre l'avortement. Elle a tenté de persuader son amie, Madame Chevalier, de garder cet enfant lorsque celle-ci lui a demandé conseil. Puis, elle a pris pitié. Et c'est ainsi que, dominant son premier mouvement, elle lui a donné le renseignement qui l'amène à comparaître aujourd'hui devant vous. Cette femme, qui était un enfant non désiré, abandonné, qui a beaucoup rêvé de sa mère, qu'elle croyait voir sur tous les visages des touristes qui traversaient le village de son enfance, qui a fait toutes les démarches pour la rechercher et qui, l'ayant retrouvée, n'a rencontré qu'une inconnue, a finalement consenti à cet avortement. Cette femme, qui est une mère exemplaire, messieurs, a été émue par la détresse d'une autre femme. Cette femme, qui vient devant vous après tous ces malheurs, a agi, a obéi, en vertu d'un sentiment que vous ne pouvez pas condamner, la générosité. Elle vous l'a dit elle-même, entre être complice d'un avortement et être complice de l'abandon d'un enfant à l'assistance publique, je n'ai pas hésité. J'ai préféré être complice d'un avortement. Cette femme est pour la libre maternité. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, dans cette affaire exemplaire, vous avez devant vous 2 femmes abandonnées dans leur enfance à l'assistance publique. Ce n'est pas le procès de la grande délinquance, messieurs, que vous avez à faire aujourd'hui, mais c'est le procès de la maternité réprimée, le procès de toutes les femmes qui, en France, en 1972, aujourd'hui, n'ont pas le droit de choisir, le droit à l'éducation sexuelle, le droit à la contraception, le droit à l'avortement, sont des droits pour lesquels les femmes sont entrées en lutte. Messieurs, ce n'est pas devant n'importe quel tribunal que nous sommes aujourd'hui, mais devant le jeune tribunal de Bobigny. Celui qui a suivi dans leur exode ces familles ouvrières chassées du Paris riche, ces femmes du HLM. C'est aussi ce tribunal qui a relaxé Marie-Claire. Croyez-vous sincèrement que l'opinion publique de ce pays accepterait, comprendrait qu'elle ne soit pas relaxée, qu'elle soit condamnée pour les mêmes faits, ces femmes qui viennent devant vous parce qu'elles n'ont pas eu le droit de choisir? On vous a dit tout à l'heure que l'avortement était un choix de femme moderne, un choix de notre temps. Mais l'avortement a toujours existé, de tout temps, dans tous les pays, toutes les civilisations. L'interdiction de l'avortement est le produit de la philosophie chrétienne, puisque jusqu'au christianisme, il était autorisé dans toutes les civilisations. Une femme qui, dans l'Antiquité, se faisait avorter n'était pas condamnée. De nos jours, la plupart des pays le tolèrent avec des législations différentes. Ah, la France a sur la question le privilège d'avoir le texte le plus répressif. Quel jeu fait-on jouer à nos magistrats ici, en les obligeant à juger en vertu d'une loi inadaptée, par la même inapplicable? Une loi en laquelle plus personne en France ne croit plus. Messieurs, dans le silence de votre délibéré, vous allez avoir à juger Madame Sausset. Je ne sais pas ce que vous déciderez, mais vous avez compris que je vous demande sa relaxe. Merci, je rappelle que le public n'a pas le droit de manifester dans une salle d'audience. Et que sinon je fais évacuer la salle. Maître Halimi, il vous appartient de terminer cette affaire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Messieurs du tribunal, il m'échoit aujourd'hui un très rare privilège. Oui,
Je ressens avec une plénitude jamais connue à ce jour un parfait accord entre mon métier, qui est de défendre, qui est de plaider, et ma condition de femme. Jamais autant qu'aujourd'hui je ne me serais sentie autant inculpée dans le box qu'avocate à la barre. Oui, je ressens une solidarité fondamentale avec ces 3 femmes et avec toutes les autres. Je m'identifie précisément et totalement avec Madame Chevalier, avec ces femmes qui sont présentes dans l'audience, avec ces 2 femmes que la loi appelle des complices, avec les femmes présentes donc à l'audience, avec ces femmes qui manifestent dans la rue, avec ces millions de femmes françaises qui se battent pour leurs droits. Elles sont ma famille, elles sont mon combat, elles sont ma pratique quotidienne. Et si je ne parle aujourd'hui, messieurs, que de l'avortement et de la condition faite à la femme par une loi répressive, par une loi d'un autre âge, c'est moins parce que le dossier nous y contraint que parce que je dénie toute valeur à cette loi. Je lui dénie toute applicabilité, toute possibilité de recevoir aujourd'hui et demain le moindre sens, parce que cette loi est la pierre de touche qui frappe l'oppression, et que parce qu'il y a dans la répression de l'avortement une discrimination qui joue sans partage, celle des femmes pauvres, vulnérables socialement et économiquement, cette classe des sans-argent, des sans-relations. Voilà 20 ans que je plaide, messieurs. Et jamais encore je n'ai plaidé pour la femme d'un haut magistrat, ou la femme d'un médecin célèbre, ou d'un grand avocat, ou même pour la maîtresse de ces mêmes messieurs. Elles ne sont jamais inquiétées, parce que vous condamnez toujours les mêmes, les Madame Chevalier. L'amour pour Madame Chevalier, c'est un ouvrier qui ne l'épouse pas, qui lui fait 3 enfants en 5 ans, et qui s'en va en oubliant de les reconnaître. Elle les élève seule, avec son unique salaire d'employé de métro de 1500 francs par mois. Elle en a eu du courage. Madame Chevalier a toujours voulu que ses filles aient un métier, car c'est ce qui sauve les femmes seules. Elle les inscrit toutes les 3 au collège d'enseignement technique. Son univers à elle, c'est les couloirs du métro. Sa principale préoccupation, ses filles. Elle nous l'a dit, Marie-Claire, particulièrement, c'était sa petite fille. Et puis, Marie-Claire ne lui posait pas de problème. C'est une jeune fille indépendante et sage, nous dit le rapport. Elle n'a pas de flirt, seulement quelques camarades avec qui elle bavarde en sortant du lycée. Et puis un soir d'octobre 1971, c'est le choc. Tous les parents pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Marie-Claire lui annonce qu'elle est enceinte. De qui? Daniel, 18 ans, un camarade parmi d'autres. Elle n'est jamais sortie avec lui en particulier, mais il est le seul à posséder une voiture. Et un jour, il lui propose d'aller chez lui écouter des disques. Et quand ils sont arrivés dans l'appartement, il la brutalise. C'est la première fois que Marie-Claire a un rapport sexuel, et forcément, cette unique fois, elle tombe enceinte. Monsieur le procureur va nous dire qu'il est sceptique. Il nous dit que puisque Marie-Claire n'a pas précisé au cours de l'instruction qu'elle avait été brutalisée, c'est que vraisemblablement elle n'avait pas dû l'être. Monsieur le procureur connaît bien mal les femmes. Penser qu'une femme qui a été violentée peut immédiatement aller le raconter à tout le monde et en particulier à la police, mais c'est bien mal connaître la psychologie féminine. C'est ne pas savoir qu'une femme qui a été violée, c'est la honte, c'est l'humiliation, qu'elle n'en parlera qu'à mi-voix, qu'elle en parlera tout juste à son avocat. Monsieur le procureur est libre de ne pas nous croire. De toutes les façons, ce n'est pas vraiment le problème. Le problème est pour Marie-Claire, que devait-elle faire de son enfant? Elle ne veut pas de Daniel. Condamnée pour vol, sortie de maison de redressement, elle ne veut pas non plus de son enfant. Elle sait trop ce qui l'attend.
Tous les jours, elle a été témoin de la vie de sa mère, un exemple dur qui marque. Marie-Claire ne veut pas lui ressembler. Et elle décide de ne pas garder l'enfant. Elle vous l'a dit, comme elle l'a dit au tribunal qui l'a jugée, j'étais décidée. Et alors, j'ai été parler à ma mère. Après quelques semaines de grossesse désespérée, elle est allée se confier à elle et lui a demandé de l'aider. Ce jour-là, Madame Chevalier a pu croire en la fatalité. Mère célibataire, mère d'une mère célibataire, voilà que sa fille ouvrait une 3e génération de filles-mères. Elle lui a proposé de le garder. C'est ce qu'elle avait fait, elle. Mais de son temps à elle, on subissait. Or, Marie-Claire, elle, ne veut pas subir. Madame Chevalier ne peut alors pas refuser l'aide que lui demande sa fille. Là est la complicité de la détresse, la complicité de l'amour maternel. À présent, je dois vous parler du manifeste des 343 salopes. J'en suis une moi-même. Certaines font le renom de la littérature française. Je pense à Simone de Beauvoir, Françoise Sagan, au théâtre, au cinéma, Françoise Fabian, Delphine Seyrig, que vous avez entendu, Catherine Deneuve, Jeanne Moreau, 343 femmes qui viennent dénoncer le scandale de l'avortement clandestin, le scandale de la répression et le scandale du silence que l'on pose sur ces avortements. À côté d'elles, 560 médecins ont signé un manifeste en faveur de la liberté du droit de l'avortement en disant « Nous nous rendons coupables de non-assistance à personne en danger en laissant se commettre des avortements clandestins tous les jours. » Pour que Marie-Claire, qui s'est trouvée enceinte à 16 ans, puisse être poursuivie pour délit d'avortement, il lui fallut prouver qu'elle avait eu tous les moyens de savoir comment ne pas l'être, tous les moyens de prévoir. C'est le problème de l'éducation sexuelle, inexistante. Pourquoi n'existe-t-il pas une éducation sexuelle dans les écoles puisque l'on ne veut pas d'avortement? Pourquoi n'existe-t-il pas en France une contraception véritable, publique, populaire, gratuite? Et que faut-il faire alors? J'ai posé la question à de nombreux médecins. Tous m'ont répondu, il n'y a que l'avortement. Voulez-vous contraindre la femme à donner la vie par échec, par erreur, par oubli? Le progrès de la science n'est-il pas justement de barrer la route à l'échec, de mettre l'échec en échec, de réparer l'erreur, de réparer l'oubli? Cette loi ne colle plus à la réalité. Il faut qu'elle disparaisse car elle est fondamentalement contraire aux droits de la femme depuis toujours opprimée. 3 femmes comparaissent aujourd'hui devant 3 hommes. Et pour parler de quoi? De sonde, d'utérus, de ventre, de grossesse, d'avortement. Mais ne voyez-vous pas que l'injustice fondamentale et intolérable est déjà là, dans cette situation? Vous accepteriez, vous, messieurs, de comparaître devant des tribunaux de femmes simplement parce que vous auriez utilisé simplement votre corps, mais cela vous paraîtrait démentiel? L'acte de procréation est l'acte de liberté par excellence. Et personne ne peut obliger une femme à donner la vie quand elle a décidé de ne pas la donner. L'acte de donner la vie, comme l'acte de ne pas la donner, est un acte volontaire. C'est un acte de responsabilité. Nous sommes des êtres libres et responsables, tout comme les hommes. Et si nous devons donner physiologiquement la vie, il faut que nous le fassions en être libres et responsables sans le contrôle de personne. Nous, les femmes, la moitié de l'humanité, nous sommes en marche.
Nous n'accepterons plus que se perpétue cette oppression. Messieurs, il vous appartient aujourd'hui de dire que l'ère d'un monde fini commence. Messieurs, au nom de toutes les femmes, je vous prie de faire le choix du courage, de suivre le chemin qui a déjà été tracé ici même, dans ce même tribunal pour Marie-Claire Chevalier. Je vous requiers de prononcer une relaxe générale. Madame Chevalier, comme Madame Sausset, comme Madame Bambouc, doivent toutes être relaxées. Je vous remercie, Maître Halimi. Je vais vous prier, mesdames, de revenir une dernière fois à la barre. Avez-vous quelque chose à ajouter à ce qu'ont dit vos avocats? Madame Chevalier? Non, rien, Monsieur le Président. Madame Sausset? Non, je n'ai rien à ajouter. Mon avocate a dit tout ce qu'il fallait dire. Madame Bambuc? Je voudrais dire au tribunal que je regrette infiniment d'avoir enfreint la loi. Jamais plus je ne le referai. Jamais plus je ne me mêlerai de pareilles histoires. Bien. L'affaire est mise en délibéré. Le jugement sera rendu à quinzaine. Monsieur le procureur, avez-vous d'autres réquisitions? Non, Monsieur le Président. L'audience est donc levée. France Inter, il est 19h. Interactualité Magazine, édition du soir, Dominique Bomberger. Bonsoir. Jugement de clémence dans l'affaire d'avortement appelée devant la chambre correctionnelle de Bobigny. Il s'agissait en fait du deuxième épisode de l'affaire d'avortement de la jeune Marie-Claire, relaxée le 11 octobre dernier par le tribunal pour enfants de Bobigny. Madame Chevalier, la mère de Marie-Claire, a été condamnée à 500 francs d'amende avec sursis. Et le tribunal lui a reconnu de très larges circonstances d'atténuant. Madame Bambuc, l'avorteuse, a été condamnée, elle, à 1 an de prison avec sursis. Et les deux personnes qui avaient servi d'intermédiaires entre Madame Chevalier et Madame Bambuc ont été relaxées. La parole est à Madame le ministre de la Santé. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, si j'interviens aujourd'hui à cette tribune, ministre de la Santé, femme et non parlementaire, pour proposer aux élus de la nation une profonde modification de la législation sur l'avortement, croyez bien que c'est avec un profond sentiment d'humilité devant la difficulté du problème, comme devant l'ampleur des résonances qu'il suscite au plus intime de chacun des Françaises et des Français, et en pleine conscience de la gravité des responsabilités que nous allons assumer ensemble. Mais c'est aussi avec la plus grande conviction que je défendrai un projet longuement réfléchi et délibéré par l'ensemble du gouvernement, un projet qui, selon les termes mêmes du président de la République, a pour objet de mettre fin à une situation de désordre et d'injustice et d'apporter une solution mesurée et humaine à un des problèmes les plus difficiles de notre temps. Je crois, puisqu'il m'avait annoncé sa venue, que le fils de Gisèle Halimi, notre confrère Jean-Yves Halimi, est dans la salle.
Si c'est bien le cas, je voudrais qu'il se manifeste et je voudrais l'inviter à nous rejoindre. Alors je vois que tu as quelque chose dans les bras. Alors, peux-tu nous dire ce quoi il s'agit? Je suis très heureux de faire don de la robe d'avocate de ma mère au musée du barreau. C'est bien celle qu'elle portait en novembre 72. Voilà. Bon, d'accord. J'espère pouvoir transmettre un peu de son engagement et des combats qu'elle a menés avec cette robe qu'elle a portée. Aujourd'hui, l'avortement, le droit à l'avortement fait consensus en France. C'est loin d'être le cas dans le reste de l'Union européenne et encore moins au-delà des frontières de l'Union européenne, et je pense particulièrement aux États-Unis. Ce combat, comme tous ceux qu'a mené ma mère avant, pendant la guerre d'Algérie, devant les tribunaux militaires, après, pour la criminalisation du viol, n'ont jamais été des combats de tout repos. J'ai pu m'en apercevoir en gérant son cabinet, comme me l'avait demandé notre regretté bâtonnier Olivier Cousy après son décès, où j'ai trouvé sur les rayonnages de ces dossiers archivés des mètres linéaires de menaces de mort jusqu'aux petits cercueils qui étaient soigneusement entreposés dans des boîtes d'archives. Ceci pour dire, et ça m'est amusant de le rappeler aujourd'hui, que même ces relations avec notre ordre ne furent pas toujours paisibles. Et si je le rappelle, puisque vous honorez une des grandes figures féministes du XXe siècle et du début du XXIe siècle, c'est parce que, il y a bien longtemps, on dirait que maintenant il y a prescription, la seule sanction disciplinaire qu'elle n'ait jamais reçue en 70 ans de pratique, eh bien, elle est venue de son ordre. Elle est venue des institutions qui la représentaient alors. C'est pas prévu, ça. Et si elle a été sanctionnée d'un blâme, qui peut-être existe toujours dans son dossier, c'est pour avoir féminisé son papier en tête. Pour y avoir porté le E de avocate à la cour. Alors, je ne joue pas les Cassandres en rappelant cela, mais comme le président du musée du barreau a beaucoup d'humour, qu'il me soit permis de lui suggérer, puisqu'il mettra sans doute un petit cartel à côté de la robe, d'y mettre ce blâme et de l'encadrer.